Super. Bonjour à tous et toutes. Super. Je pense que vous nous entendez. Nicolas, tu m'entends? Bonjour tout le monde. Super, génial. Je vois que vous êtes déjà un certain nombre, c'est super. On va se laisser une petite minute pour que... Je t'entends très bien. Et je vois que Solène est en train de taper, donc elle va nous dire qu'elle nous entend. J'espère, mais en tout cas, n'hésitez pas vous aussi à interagir dans le chat. D'ailleurs, ce qu'on peut faire en attendant que nos homologues RH nous rejoignent, on va se laisser une petite minute. Vous pouvez dire où vous êtes géographiquement. Ça vous permettra de prendre en main le chat aussi. Donc moi, par exemple, je suis à Orléans en ce moment. Toi, je sais pas où t'es, Nicolas, d'ailleurs. Nicolas, t'as coupé ton micro, en revanche. Moi, je suis... Alors, attends. Je reprends. Moi, je suis à... Ouais, je le remets. Moi, je suis à Bordeaux actuellement. Enfin, juste à côté de... T'as bien de la chance. On voit qu'il y a du monde à Toulouse. Alors, Blagny-sur-Brel. Alors là, j'avoue que je connais pas ce joli port de pêche. Mais 76, c'est quoi? C'est la Normandie, ça? Je me trompe pas. Seine-et-Marne, non? Bref. Angers, Paris, Marseille. Bon, bah, c'est bien, il y a toute la France qui est représentée. En tout cas, je vois que vous êtes vraiment nombreux à être, vous êtes inscrits à cet événement. Donc, c'est-à-dire que c'est un sujet qui doit vous susciter, oui, c'est ça, Seine-Maritime, oui. Qui doit susciter vos intérêts. Donc, merci en tout cas de votre participation. Donc, comme vous avez vu, vous avez pu prendre en main le chat. Donc, n'hésitez pas à interagir pendant l'événement. L'idée, c'est aussi que ce soit entre guillemets participatif. Évidemment, on est là pour vous apporter notre vision, mais elle n'est pas exhaustive. Je pense que puis sur un sujet comme ça, je pense qu'en 3/4 d'heure, on n'aura pas le temps de tout traiter. Donc, n'hésitez pas à apporter aussi vos inputs, vos commentaires, et puis ça permettra d'animer le webinaire. Donc, c'est parfait. Et quoi qu'il en soit, si vous avez des questions un peu plus on va dire structurante. Il y a un onglet questions qui est dédié à ça. Et là, pour le coup, on prendra le temps d'y répondre à la fin. On se laisse, je sais pas, une dizaine de minutes en fonction de comment va se dérouler l'intervention pour y répondre. Mais en tout cas, voilà. Donc l'idée, c'est vraiment, nous aussi, on a travaillé le sujet avec Nicolas, mais il y a sans doute des sujets sur lesquels on n'abordera pas pour des raisons de ligne éditoriale, mais aussi parce que on n'est pas au courant de tout. Donc surtout, on sera ravis de pouvoir aussi compter sur vos éclairages. Je suis content, Nicolas, de faire ce webinaire avec toi. Ça fait longtemps que je te suis sur LinkedIn. Je vous invite à faire pareil parce que franchement, c'est toujours percutant les posts de Nicolas. Il y en a peut-être, je sais pas, 2-3 par semaine. À chaque fois, ça fait mouche. Donc, n'hésitez pas à faire comme moi. C'est une bonne idée pour mettre à jour et puis vous apporter, venir nourrir aussi vos réflexions sur le monde des RH. C'est chouette. Il fait des podcasts aussi qui sont assez intéressants. Enfin bref, nourrissez-vous de son expertise. C'est intéressant. C'est dommage, il a perdu sa connexion Internet, mais c'est pas grave. Il va revenir d'un instant à l'autre, il n'y a pas de problème. Peut-être que du coup, je vais commencer à me présenter, et puis quand Nicolas arrivera, il se présentera à son tour. Donc moi, je suis Arthur Philippe, pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis donc psychologue du travail, CEO de JobMaker. Et ça fait maintenant 2 ans et demi que j'ai pris la direction de JobMaker. Donc, ça fait 15 ans que je travaille dans l'écosystème RH. J'ai travaillé dans des boîtes comme Assess First, comme HelloWork, comme Jobijoba. Et il y a 2 ans et demi, j'ai eu la chance de pouvoir prendre la direction de JobMaker, donc, qui est une startup qui a été créée par des coachs de carrière, historiquement, donc il y a 8 ans maintenant. Des coachs qui intervenaient en fait dans les organisations pour accompagner physiquement des collaborateurs dans des contextes de mobilité interne, de transition professionnelle. Et la difficulté à laquelle ils ont été confrontés, c'est que très souvent, ils étaient mandatés pour accompagner toujours les mêmes typologies de collaborateurs, les cadres dirigeants, les top managers, les top talents, parce que se faire accompagner par un coach. Ah, tiens, revoilà Nicolas. J'étais en train de présenter JobMaker. Ouais, mais je vous entendais depuis le début, mais je sais pas pourquoi j'avais un problème de connexion. J'ai rétabli la connexion, donc ça va aller. Normalement, on n'aura plus du tout de soucis. Bon, parfait. Et donc JobMaker, voilà, donc en fait, a été créé pour démocratiser l'accompagnement de carrière dans les organisations. Quand on fait appel à des coachs externes, c'est très intéressant, mais malheureusement, faute de budget, on est obligé de pointer l'accompagnement vers les top talents, les cadres dirigeants. Or, l'accompagnement de carrière concerne tout le monde. On voit qu'on est dans un monde qui se transforme très vite. On va en reparler par la suite. Et donc, si on veut que chaque collaborateur puisse être accompagné dans sa trajectoire de carrière, il va falloir aussi déléguer une partie au collaborateur lui-même, d'une part. Et pour ça, il faut lui donner des outils comme JobMaker, qui sont des outils digitaux
leur permettant de prendre du recul sur leurs compétences, sur leur trajectoire de carrière, leur réalisation, et se préparer ainsi à leurs futures échéances RH en tant qu'offreur de compétences et non pas en tant que demandeur d'emploi, justement. Et Nicolas, je te laisse la main pour te présenter Hawk en quelques mots. Bien sûr. Alors, moi, je suis Nicolas. Ça fait 18 ans maintenant que je travaille sur le monde des RH. J'ai monté au départ une agence de communication RH qui s'appelle E-Team, qui est une agence bordelaise. J'avais travaillé auparavant au Figaro. Et depuis 2 ans, je pilote Hawk, qui est une startup qui développe un SaaS spécialisé sur la mobilité interne, le développement des compétences et le strategic workforce planning. Et on a un outil qui est basé sur l'IA, qui est IA native, comme on dit. Et je trouve, j'ai intégré cette aventure et je suis très heureux de piloter cette aventure parce que pour moi, l'intelligence artificielle peut clairement être un vrai outil d'accompagnement extraordinaire justement sur ces sujets que sont les sujets de mobilité interne, que sont les sujets de pré-recrutement, que sont les sujets en fait d'ouverture d'esprit par rapport justement aux problématiques qu'on pourrait avoir en temps normal. Donc je suis très heureux de faire cet échange avec toi, Arthur, aujourd'hui. On a déjà pas mal échangé sur les différents sujets, donc ça me fait vraiment très plaisir de pouvoir faire ce webinaire ensemble, surtout sur ce sujet qui pour moi est vraiment un sujet de tendance de 2024 et des années à venir, clairement. J'ai discuté avec Cyril Capel l'autre jour qui me disait ces dernières années on était sur l'expérience candidat, maintenant on va être sur l'expérience collaborateur. Et je pense que la mobilité interne évidemment fait partie du sujet. Et tu vois, je fais un petit peu de promo vite fait, mais je fais une masterclass demain sur WooSkill sur l'expérience talent, tu vois. Donc sur ce qui va combiner l'expérience candidat et l'expérience collaborateur pour expliquer comment on peut vraiment combiner les deux et comment c'est important de combiner les deux aujourd'hui. Donc je suis complètement en phase avec toi, quoi. C'était l'objet de notre dernier webinaire avec Iago. Vous pouvez voir en replay également. Bref. Trop cool. Qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui rapidement? On va essayer d'avancer un peu. Donc, la première partie qu'on va aborder avec Nicolas, c'est l'impact que l'IA va avoir justement sur vous en tant qu'RH, mais aussi sur vos collaborateurs. Dans quelle mesure ça va être une opportunité aussi? Vous allez voir, comprendre pourquoi. Comment est-ce que ça va être aussi un excellent moyen pour fluidifier et promouvoir la mobilité interne et l'accompagnement de carrière des collaborateurs? Et puis, mine de rien, comme toutes les nouvelles technologies, à la fois, c'est une formidable opportunité, mais il y a aussi des limites auxquelles on va être confronté. Donc, il faut avoir conscience aussi pour pouvoir les aborder en toute sérénité, avec éthique et avec de manière constructive, justement. Et puis, on va se laisser un petit peu de temps à la fin. Si vous avez des questions, voilà, on va essayer de monitorer ça. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, dans un onglet questions, profitez-en. Je te laisse la main, Nicolas. Ouais, dans un premier temps, en fait, on parle de mobilité interne. Il faut juste qu'on repose vite fait les bases pour se dire pourquoi la mobilité interne, c'est quelque chose d'important aujourd'hui et pourquoi c'est quelque chose qui est nécessairement intéressant d'améliorer par l'IA. Alors, le pourquoi l'améliorer par l'IA, on verra tout à l'heure sur le côté IA. Mais pourquoi c'est important? Parce que deux grandes tendances aujourd'hui sont les problématiques de turnover des entreprises et les problématiques de l'engagement des collaborateurs. On sait que l'engagement des collaborateurs en France, toutes les études le montrent, est aux alentours des 7%. Ça a augmenté d'1%. C'est aux alentours des 7%. Quand l'engagement des collaborateurs en Europe est de 14% et l'engagement des collaborateurs dans le monde est de 21%. Alors, on pourrait jouer et jauger sur les méthodes d'études et surtout sur la perception de se sentir engagé ou pas. Il n'empêche que le sentiment d'engagement des collaborateurs en France est relativement restreint, est relativement limité. C'est un premier point. Le deuxième point, c'est le côté turnover. Et souvent, depuis cette problématique du Covid et cette extrapolation qu'on a eue, on voit souvent le côté manque de sens, manque d'opportunité, envie de nouvelles aventures, envie de reconversion, toutes ces choses-là. Et même si il y a des envies qui ne peuvent pas être répondues ou qui ne peuvent pas être satisfaites par l'entreprise en tant que telle, c'est une réalité. Il y a aussi beaucoup de choses qui pourraient être faites moyennant une meilleure communication entre les collaborateurs et l'entreprise. Que ça soit au sein du développement même de la personne, au sein de l'entreprise, au sein d'un parcours qu'on appelle linéaire de carrière en mobilité linéaire, ou que ça soit sur des parcours transverses. C'est juste, est-ce qu'on connaît suffisamment bien nos collaborateurs pour pouvoir répondre à leurs demandes? Est-ce qu'on connaît suffisamment bien nos collaborateurs pour pouvoir leur proposer des parcours de carrière transverse? Est-ce qu'on les connaît suffisamment bien pour pouvoir se dire, tiens, est-ce que finalement j'ai besoin de recruter ou pas? Et est-ce qu'on les connaît suffisamment bien pour pouvoir les intégrer pleinement au développement de l'entreprise? Ça va être ça vraiment, je pense, l'intérêt et l'utilité aujourd'hui de la mobilité interne qui est ultra forte parce qu'elle joue sur tous ces aspects. Le côté engagement, parce que une personne qui va sentir son développement
récupérer du sens, récupérer de l'importance au sein de l'entreprise, ça va favoriser l'engagement. La fidélisation, parce que naturellement, quand on propose des parcours de carrière, qu'ils soient linéaires ou qu'ils soient transverses, bah, ça fidélise. Et puis surtout, le côté, on avance main dans la main avec la partie stratégique workforce planning qui est inhérente en fait du côté mobilité interne. Et après, ce que j'ai envie de dire, et après je te laisserai la main, comment dire, Arthur, parce que sinon je pourrais en parler pendant des heures. Mais après, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'il ne faut pas oublier aussi un autre aspect, qui est que toute la partie mobilité interne, fidélisation des collaborateurs, engagement des collaborateurs et compagnie, sert en général à l'entreprise au global. Elle ne sert pas que d'un point de vue RH, elle sert sur l'entreprise au global. On a toujours tendance en fait à scinder en deux la partie business de la partie RH, mais en fait elles sont intimement liées. Et on le voit avec cette stat qu'on prend, c'est l'entreprise où les collaborateurs sont les plus engagés, a en moyenne les clients les plus engagés. Et ça, c'est quelque chose qui est très important. C'est-à-dire qu'il ne faut pas scinder les deux. On commence à revenir sur le sujet ces dernières années, à comprendre que le business a un lien avec les RH, mais au final, il est tout le temps là. C'est-à-dire qu'une entreprise ne peut pas avancer sans ses collaborateurs, et ce sont ses collaborateurs qui font la valeur de l'entreprise. Si vous avez énormément de clients, mais que vos collaborateurs ne sont pas bien, ces clients, vous allez les perdre. Si vous avez les meilleurs collaborateurs et la meilleure fidélisation, le meilleur engagement au sein de votre entreprise, vos clients suivront naturellement. Oui, parce que de toute façon, les collaborateurs, c'est la première vitrine de l'organisation au final. Complètement. Et c'est toujours plus agréable quand on est partenaire d'avoir quelqu'un en face de soi qui est hyper engagé dans son organisation, qui prend du plaisir le matin au travail et qui a le smile. On enfonce des portes ouvertes, mais en fait, en gros, le premier capital de votre organisation, c'est le capital humain. C'est ce sur lequel, et c'est pas une charge, c'est un investissement. Quand on met de l'argent là-dedans, généralement, il y a un retour derrière. Et on le verra sur la slide d'après, de toute façon. Ouais, complètement. Et d'ailleurs, ça corrobore ce que tu viens de dire, puisque justement, il y a plus de la moitié des collaborateurs aujourd'hui qui finalement, quand ils quittent leur employeur, le font de manière un peu, enfin, ont quelques regrets. En tout cas, ils ne sont pas pleinement satisfaits de quitter la boîte. Ils ont plutôt tendance à privilégier un mouvement externe parce que c'est là où ils pensent qu'ils vont pouvoir progresser professionnellement, simplement faute de visibilité en interne. Alors que pour autant, ils se sentent bien chez vous. Et ça, c'est un vrai sujet justement sur la mobilité interne, c'est-à-dire que ça revient à l'idée même que parfois même les recruteurs externes connaissent mieux vos propres collaborateurs. Ça, c'est une vraie question qu'on doit se poser. Alors, c'est vrai que LinkedIn forcément expose vos collaborateurs davantage sur le marché de l'emploi. Mais du coup, la vraie question de fond, c'est comment ça se fait finalement que le recruteur externe connaît mieux vos collaborateurs que vous-même en tant qu'RH ou parfois manager. Et donc, un excellent moyen justement pour faire face à cet enjeu, ça va être de mettre en place vraiment le développement de carrière dans votre organisation. Il y a des lois qui vous imposent certaines échéances, d'entretien professionnel, par exemple. Alors, de plus en plus d'entreprises, heureusement, je suis content, aujourd'hui, décorrèlent l'entretien professionnel de l'entretien annuel. Tant mieux, mais si ce n'est pas encore fait, faites-le aussi, parce que c'est vraiment important, c'est deux moments qui n'ont rien à voir. Et ça, pour le coup, la loi vous oblige à le faire, saisissez-vous de cette opportunité pour pouvoir vraiment faire en sorte que ce soit des entretiens nourrissants, structurants, qui vont permettre aussi, en collaboration avec les managers, de véritablement embarquer vos collaborateurs dans les enjeux de demain, parce que finalement, le développement cette idée de comment faire en sorte de maintenir vos collaborateurs compétitifs sur le marché de l'emploi, comment faire en sorte que demain, quand ils vont être amenés à quitter votre entreprise, ils restent compétitifs et donc attractifs. Et surtout, comment faire en sorte que quand ils restent chez vous, ils viennent nourrir justement votre innovation, votre R&D grâce à la compétitivité de leurs compétences. Je crois qu'il y a un peu de bruit de fond, Nicolas. Oui, merci. Et puis, le développement professionnel, la mobilité interne va permettre aussi d'offrir des nouvelles opportunités à vos collaborateurs. On parle beaucoup de quête de sens au travail, de bore-out, de burn-out, etc. Donc, il y a eu des effets Covid qui ont… Heureusement, c'est loin derrière nous maintenant, on a déjà oublié presque, mais mine de rien, ça a été un accélérateur de tous ces phénomènes. Et donc, c'est aussi une façon, quelque part aussi, de pouvoir dynamiser vos équipes internes et de leur offrir des perspectives. Puis enfin, évidemment, la reconnaissance aussi, mine de rien. C'est de communiquer en interne sur des trajectoires de carrière un peu assez singulières où finalement des collaborateurs ont pu évoluer en interne. Ça va permettre également évidemment de nourrir la reconnaissance de vos collaborateurs vis-à-vis de votre entreprise et donc de décupler leur engagement, de décupler leur fidélisation et de décupler du coup leur épanouissement au travail également. Donc ça, c'est vraiment un point important. En tout cas, sachez que voilà, aujourd'hui, vous avez plus d'un collaborateur sur deux quand il part de chez vous. Généralement, il le regrette et il part par défaut parce qu'il n'a pas forcément eu accès aux opportunités en interne.
Nicolas, tu peux remettre ton micro. Je remets mon micro, j'ai changé d'espace. Normalement, il y a moins de bruit de fond, donc désolé s'il y en avait trop. Pas de souci. L'idée, c'était de se dire aussi pourquoi en fait retenir les collaborateurs et pourquoi faire en sorte qu'ils viennent. C'est ça qui est surtout super important et on en a parlé plusieurs fois depuis le début. C'est parce qu'en gros, le côté de la rétention des collaborateurs amène aussi au retour sur investissement du collaborateur. L'aspect de mobilité interne, l'aspect d'engagement, les aspects dont on parle sont des aspects qui sont clairement des aspects comment dire, de héroïsation. On revient sur le côté corrélation comment dire, du business et de l'entreprise, de l'intérêt de l'entreprise avec les RH. Et ça, pour moi, c'est la slide comment dire, que les RH connaissent, mais que tous les chefs d'entreprise devraient connaître. Parce qu'ils se focusent beaucoup trop sur des aspects qui sont des aspects basiques et qui ne prennent pas en profondeur l'intérêt comment dire, de la rétention et du maintien des collaborateurs dans l'entreprise. Très simple, hein, je pense que vous le savez toutes et tous. Un collaborateur, une collaboratrice qui arrive dans l'entreprise n'est rentable, généralement, ça dépend en fonction comment dire, du job, ça dépend de tout ça, mais n'est rentable, ouais, n'arrive à un niveau flat qu'à partir de 18-24 mois pour les entreprises. C'est-à-dire qu'avant ça, les collaborateurs et les collaboratrices font perdre de l'argent à l'entreprise, clairement. Que ça soit le côté recrutement, que ça soit le côté onboarding, que ça soit la prise en main du poste, quoi que ce soit, avant qu'ils aient une maîtrise du poste en question, en fait, on va se retrouver avec un delta qui va être plus ou moins long, mais qui va être en moyenne aux alentours des 18-24 mois. Alors, quelle source des données, Stéphanie, tu nous diras, pour qu'on puisse répondre comment dire, à tes questions. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que plus le collaborateur ou la collaboratrice va rester dans l'entreprise, plus le retour sur investissement va être important. C'est-à-dire qu'ensuite, une fois qu'il y a la maîtrise comment dire, du job, on va avoir le niveau d'expertise qui va arriver, on va avoir le niveau de leadership, de mentorat, de tutorat qui va arriver, et ensuite on va avoir le niveau d'innovation. C'est-à-dire qu'une personne qui va rester dans une entreprise pendant 2, 3, 4, 5, 10 ans, c'est une personne qui va permettre à la fin de pouvoir aussi faire progresser l'entreprise parce qu'elle va apporter son point de vue supplémentaire. Et de ce point de vue-là, la mobilité interne peut être doublement intéressante et surtout, elle peut être drivée par l'ensemble de ces personnes qui restent dans l'entreprise. Donc, elle peut être clairement inhérente avec ce système de fonctionnement et de rétention des collaborateurs, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Et c'est ultra important parce que c'est ça qui va permettre que l'espace, que l'ensemble du vivier des forces vives, donc des collaborateurs de l'entreprise, soit de plus en plus héroïsant et soit de plus en plus valorisant pour justement la boîte. Donc c'est un petit graphe qui est très rapide, mais pour moi qui est hyper important pour pouvoir justement remettre en perspective ce côté intérêt et héroïsation des collaborateurs au sein de l'entreprise. Et en fait, donc l'impact que l'IA va avoir sur vos collaborateurs et vous-même en tant qu'RH est multiple. Alors, très clairement, comme toutes les nouvelles technologies, c'était déjà le cas au moment de l'émergence d'Internet, par exemple. Ce qui est clair, c'est que ça va être un accélérateur d'obsolescence de compétences que vous avez peut-être aujourd'hui en stock dans votre activité. L'OCDE nous a dit, là, c'est le rapport qui dit qu'aujourd'hui, on est à peu près entre 18 et 24 mois à l'obsolescence des compétences contre 30 ans, je crois, en 87, c'était quelque chose comme ça, je crois. Oui, exactement. Et donc, en fait, ça veut dire que là, aujourd'hui, on a des outils qu'on utilise, des connaissances, des expertises qu'on a, on a l'impression de détenir un peu quelque chose d'exceptionnel qui, en fait, finalement, dans 24 mois, on pense aux avocats, certaines fonctions dans la finance, journalistes, etc. En fait, on n'aura plus besoin de leurs compétences parce que l'IA, en fait, va être capable d'être aussi, voire plus performant et surtout beaucoup moins cher et beaucoup plus rapide en termes de capacité à produire. Et donc, ça veut dire que finalement, qu'on le veuille ou non, de toute façon, on va tous être amenés à devoir questionner notre façon de travailler et les compétences qu'on utilise aujourd'hui. C'est l'OCDE pour ce chiffre de 30%, Catherine. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que de manière subie ou de manière choisie, de toute façon, on va devoir se remettre en question. Et charge à nous, en tant qu'individus, finalement, de s'emparer de cette opportunité pour justement maintenir notre compétitivité. Donc ça, c'est un message à faire passer à vos collaborateurs. Ou alors, sinon, effectivement, si on se met la tête dans le sable et qu'on ne veut pas voir la réalité en face, de toute façon, le marché s'occupera de nous avant qu'on s'en occupe. Et donc, ça veut dire que ça doit faire prendre conscience à vous-même, à vos collaborateurs et à vos directions que la culture du mouvement est essentielle pour justement maintenir les collaborateurs à jour face aux compétences attendues du marché.
On sait pas, je crois que c'est en 2030, il y a une enquête de France Travail qui a démontré qu'on ne sait pas 85% des métiers qui existeront en 2030. Donc, ça veut dire que de toute façon, qu'on le veuille ou non, on va devoir se réinventer. Et ça passe, évidemment, si on veut anticiper là-dessus, l'accompagnement de carrière va être un élément essentiel, justement, pour pouvoir bien comprendre à la fois les enjeux des collaborateurs eux-mêmes et que les collaborateurs eux-mêmes prennent aussi bien conscience des enjeux de leur environnement de travail. Quelles sont les compétences à développer pour rester compétitifs, quels vont être les métiers de demain pour pouvoir justement savoir quelle direction donner à sa carrière, quelle offre d'emploi je vais pouvoir créer et proposer à mon employeur pour rester compétitif également. Et puis pour vous en tant qu'employeur, il y a une bonne nouvelle quand même aussi, c'est que finalement, ça va vous faire gagner un temps fou. Enfin, employeur, RH en tout cas, parce qu'il y a beaucoup de tâches administratives à faible valeur ajoutée qui pourtant sont essentielles dans votre job, donc vous ne pouvez pas vous affranchir, qui vous prennent pas mal de temps, et on estime que ça pourrait être réduit de 30%. Et ça, c'est 30%. Finalement, aujourd'hui, moi je vois bien, les RH sont souvent débordés. On est plus généralement en train de gérer les choses urgentes plus que les choses importantes. Moi je vois les sujets d'accompagnement de carrière. À chaque fois, on me dit, oui, c'est juste qu'on n'a pas le temps de s'en occuper parce que ça implique aussi une proximité auprès des collaborateurs. Ça veut dire que parfois, si on le fait de A à Z, ça peut prendre une dizaine d'heures de temps par collaborateur, donc ça peut être assez long. Et ce qui est clair, c'est que si ça se confronte à vos enjeux opérationnels du quotidien, vous n'aurez pas le temps de vous en occuper. Et donc, l'IA va permettre justement de gagner du temps dans cet espace-là, pour justement ce temps le déléguer aussi, le reporter sur finalement la raison qui fait que vous avez choisi cette fonction, qui est quand même, je pense, plus le côté humain que le côté administratif. Sauf erreur de ma part, généralement, quand on choisit la fonction RH, c'est pour ces raisons-là. Et c'est souvent d'ailleurs assez frustrant de se rendre compte que moi, j'entends encore parfois autour de moi mes amis qui me disent ouais, mon RH, je l'ai vu le jour où j'arrivais, arrivé, le jour où je suis parti. Mais entre les deux, je n'ai pas beaucoup vu. Et c'est frustrant pour eux, et c'est aussi très frustrant pour vous parce que forcément, c'est pas forcément la façon dont vous voulez être perçu par eux, quoi. Et donc voilà, l'opportunité de l'IA, c'est à la fois une opportunité pour les collaborateurs justement de pouvoir avoir des outils permettant de maintenir leur compétitivité, et pour vous en tant qu'RH de déléguer davantage du temps sur l'accompagnement des collaborateurs dans leur trajectoire de carrière. Ouais, surtout que ce chiffre de 85% dont tu parles, il faut bien le remettre en perspective. C'est-à-dire que on n'est pas sur des nouveaux jobs, en fait. On est sur des évolutions de jobs. C'est principalement ça. C'est-à-dire qu'il y a quelques rares jobs qui vont disparaître, mais la majeure partie, c'est juste qu'ils vont évoluer. Et si on prend le principe du job de RH, que vous connaissez toutes et tous, moi, quand j'ai commencé il y a 18 ans, c'était absolument pas le même qu'aujourd'hui. Ça n'a strictement rien à voir. Le job de RH ou de recruteur n'était absolument pas le même. Et si on prend le job de RH ou de recruteur d'il y a 2 ans, ça n'était pas le même non plus. Et on va même aller encore plus loin. J'avais fait un webinaire il y a un peu plus de 18 mois sur GPT, parce que personne ne connaissait GPT, pour apprendre, pour voir comment on faisait des prompts, pour expliquer toutes ces choses-là. À cette époque, on posait la question, 95% des RH n'avaient jamais utilisé GPT et ne savaient pas ce que c'était. Et on leur expliquait ce qu'il en était. On a fait une conférence il y a 2 mois sur le sujet, et dans l'audience, 90% de l'audience utilisait GPT dans leur quotidien. Donc c'est bien que c'est une compétence supplémentaire, une évolution du job qui s'est créée. Donc on est vraiment sur des évolutions de job plus que sur des changements. Et là, pour le coup, c'est ce que tu disais, Arthur, l'accompagnement au développement, l'accompagnement à la formation, l'accompagnement au développement des compétences est ultra important, et c'est ce qui va faire la différence, clairement. Et donc, où l'IA va pouvoir intervenir là-dedans, donc là, on y vient, Daniel, c'est que, en gros, aujourd'hui, l'idée, c'est de se dire, il y a tout un tas de choses qu'on peut faire, que les RH peuvent faire pour pouvoir travailler cet aspect-là. Et il y a tout un tas de choses qu'elles pourraient faire, mais qui vont être très compliquées sans l'IA, parce que l'IA va permettre naturellement de pouvoir agréger un nombre de données extraordinaires, les analyser et vous le retranscrire. Et en plus, limiter les biais, ça c'est le premier point. Donc déjà, le premier aspect, c'est que pour pouvoir travailler ça, il faut bien être conscient qu'il faut que vous puissiez avoir des bases saines dans votre entreprise. C'est-à-dire une vraie cartographie des métiers, un vrai référentiel métier, vraiment quelque chose qui soit basé, qui soit bien travaillé et qui soit représentatif de votre entreprise. Ça, déjà, l'IA peut vous aider dedans. Une fois que vous avez ça, l'idée, c'est de dire, OK, on a notre carto des métiers, on a notre référentiel métier. Maintenant, il faut qu'on fasse le mapping des compétences de nos collaborateurs. Et là encore, l'intelligence artificielle
peut vous aider à faire ce mapping des compétences de vos collaborateurs. Pourquoi? Parce qu'il va prendre l'ensemble des données qui existent sur le collaborateur, que ça soit ses CV, que ça soit ses entretiens annuels, ses entretiens professionnels, ce qui a été mis, va les prendre, va les comprendre, va les pondérer et va les retranscrire dans un mapping de compétences qui sera intégré à votre référentiel métier, donc à ce qu'on appelle vos golden profiles, donc vos profils types à travers vos différents métiers. Une fois qu'on a ces deux choses-là, là, c'est cool. Là, à ce moment-là, on peut commencer à avancer et travailler vraiment le job de mobilité interne. C'est-à-dire que là, après, vous proposez vos offres d'emploi et les offres d'emploi que vous proposez, l'IA va les rechercher à travers tous vos collaborateurs, va comprendre l'offre d'emploi que vous allez proposer, va comprendre les compétences qui sont associées, la nécessité, les besoins qui sont associés à cette offre d'emploi, va les rechercher dans l'ensemble de vos collaborateurs, dans l'ensemble des compétences, et va vous proposer les collaborateurs ou les collaboratrices les plus adaptés au job que vous voulez. Et ça, c'est le premier point. Le premier point, c'est le côté limiter les biais cognitifs. Pourquoi? Parce que l'intelligence artificielle ne va travailler que sur un sujet factuel. C'est-à-dire qu'on programme l'IA pour qu'elle ne raisonne que d'un point de vue factuel. Quelles sont les compétences qui sont demandées? Quelles sont les compétences qui sont à disposition? Ça, c'est ultra important parce que ça peut ouvrir les esprits et surtout, ça peut vous proposer des personnes qui, au départ, ne seraient pas rentrées forcément dans votre scope. Le deuxième point, c'est ce qu'on a noté, c'est faciliter les projections grâce au matching, c'est-à-dire qu'en gros, on fait du matching qu'on appelle tripartite. C'est-à-dire qu'on va matcher les compétences nécessaires pour une offre d'emploi, les compétences que vos collaborateurs ont, et on va y associer des potentiels de formation, des potentiels de développement. Et donc, quel est le potentiel de développement d'un profil à l'intérieur de votre entreprise pour pouvoir répondre à une mobilité interne à court, moyen ou long terme. Et ça, c'est pareil, c'est l'IA qui peut vous aider à faire ces projections. Alors, bien évidemment, sur ces deux aspects, l'humain peut le faire dès le départ, mais on parle de quantité de données qui sont faramineuses et qui seraient très compliquées à gérer justement par de l'humain. Par contre, on conserve l'humain une fois qu'on a fait ses premières projections dans la gestion, dans l'analyse finale, dans le recrutement final, parce que c'est ça qui est nécessaire. Parce qu'au-delà de vous proposer des personnes qui sont censées être les plus adaptées, il y a d'autres paramètres qui rentrent en compte. Et ces autres paramètres sont des paramètres humains, et c'est là où le RH vient et reprend sa place. Donc on n'est pas sur un changement, on n'est pas sur un remplacement du modèle de RH par l'IA, on est sur, pour moi, c'est un exhausteur de RH par justement ce travail d'outils d'intelligence artificielle. Et le dernier point qui reprend ce qu'on a dit depuis le départ, c'est-à-dire le lien entre le business et l'entreprise, c'est le côté stratégique workforce planning. Aujourd'hui, le fait de travailler votre strategic workforce planning, c'est le meilleur moyen de pouvoir raccrocher les wagons entre le RH et le business. C'est le fait de se dire comment on imagine ce que doit être notre entreprise demain en termes de business. D'accord. Une fois qu'on sait ce que notre entreprise demain en termes de business doit être, on imagine, donc on comprend les compétences qu'il faut avoir et donc du coup les jobs qui feront les jobs de demain dans l'entreprise. Et là, à ce moment-là, on y associe tout ce qu'on vient de dire au sein de l'intelligence artificielle, c'est-à-dire quels seront les parcours de carrière, qu'est-ce que l'entreprise, quelles sont les personnes qui vont devoir se développer, qui auront la potentialité de se développer, quelles sont celles qu'on devra recruter, et comment on construit un développement de l'ensemble de la valeur de l'entreprise, c'est-à-dire de l'humain qu'il y a dedans, pour les amener du point A au point B. C'est ça qui est super important et c'est ça que l'IA va pouvoir nous permettre de faire. Et pour le côté, ce que dit Séverine sur le fait de Amazon avait eu l'effet inverse avec l'exclusion des femmes sur un rôle managérial, puisque sa base de données était recherchée, les managers étaient majoritairement masculins, oui, parce qu'en fait, on a là programmé une intelligence artificielle sur de l'existant. Et on ne doit pas programmer une intelligence artificielle sur de l'existant, on doit programmer une intelligence artificielle sur en fait des points qui sont factuels, purs et durs. À partir du moment où on demande à l'intelligence artificielle de raisonner comme en miroir de ce qui a été fait, forcément, à l'inverse de ce qu'on vient de vous dire, les biais vont être accentués. Et ça va être dramatique. Parce que de base, quand on doit reprendre un comportement existant, de base, en fait, l'intelligence artificielle va ne faire qu'amplifier les biais qui seront intégrés à ce comportement existant. Donc ça, c'est quelque chose qui est très mauvais. C'est-à-dire qu'il faut comprendre que les intelligences artificielles se construisent, les algorithmes se construisent en fonction des différentes attentes. Et là, en l'occurrence, ce qu'eux veulent, c'est reproduire un comportement qui est un comportement, entre guillemets, vertueux pour Amazon. Et donc, ce comportement, ils veulent l'amplifier. Nous, on ne veut pas reproduire un comportement qui est vertueux. On veut proposer ce qu'il y a de mieux pour l'entreprise et donc, du coup, enlever ces biais. Donc, se ressortir de cet aspect basique, ne pas dire que ce qu'on a fait, c'était bien, dire comment on peut faire mieux. Et comment on peut faire mieux, c'est en travaillant sur des faits, sur vraiment du factuel. Et c'est comme ça qu'on construit les intelligences artificielles. Et après, je ne sais pas si Arthur, tu veux y aller ou je réponds aussi à Stéphanie.
Vas-y. Alors, sur le potentiel de montée en compétence d'un salarié, il y a deux aspects. Il y a l'aspect purement factuel, encore une fois. Ça veut dire qu'est-ce qu'il a vécu, qu'est-ce qu'il a en stock aujourd'hui, qu'est-ce qu'il a besoin d'apprendre, et donc, du coup, quelle serait la densité, la longueur de son parcours de carrière. Ça, on est sur du factuel, donc ça, c'est l'intelligence artificielle qui peut le faire. Après, il y a toute la dimension humaine qui rentre en compte, et là, pour le coup, c'est le RH qui va le faire. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a proposé ce parcours de carrière, qu'on a dit que cette potentialité était réelle, et qu'il y avait un chemin qui était faisable sur un temps donné, avec une densité de formation et d'évolution qui était complètement acceptable, après, l'humain rentre en jeu. C'est-à-dire que l'humain connaît la personne en question et va dire, est-ce que ce que dit l'IA, c'est une réalité? Est-ce qu'elle est vraiment en capacité de le faire? Mais pas forcément de manière intellectuelle, par rapport à son moment de vie, par rapport à ce qu'elle vit aujourd'hui. Est-ce qu'elle est capable de le faire parce que c'est une personne qui est en phase de paternité? Est-ce qu'elle est capable de le faire parce que c'est une personne qui a eu quand même quelques galères, qui a eu une déception sur ça? Donc, c'est peut-être pas le bon moment de l'envoyer. Tout un tas de facteurs humains qui rentrent en compte et qui doivent être pris dans le cadre de la mobilité interne. L'IA va reproduire un indicateur factuel. Est-ce qu'on peut, de manière factuelle, augmenter ses compétences de manière, cohérente et dans un temps donné qui est suffisamment long pour qu'on puisse justement les intégrer ou pas? C'est-à-dire que est-ce qu'aujourd'hui, cette personne, en termes de développement, elle est à 40%, elle doit monter à 85%, donc on va être sur un développement qui est possible mais qui va être très très long. Est-ce que c'est envisageable dans la temporalité qu'on donne, ou est-ce qu'on est sur une personne qui a 70% qui doit monter? Voilà. Tout ça, l'IA va pouvoir le proposer, va pouvoir l'analyser. Et c'est là où je trouve que justement, on parle bien, l'IA, ne déléguez pas votre intelligence à l'IA, quoi. Parce que c'est vraiment ça, et c'est là où je trouve ça assez rassurant par rapport à tout ce que tu as dit, Nicolas, notamment, c'est que parfois on craint que l'IA vienne nous remplacer. Je pense qu'elle va plutôt nous augmenter et surtout nous accompagner sur le dernier kilomètre. C'est-à-dire toute la phase amont d'analyse, d'accès aux données, d'accès à l'information, de capacité à mapper de l'information, en portant la bonne source de données. C'est ce que disait Nicolas, l'exemple Amazon, un excellent exemple. C'est-à-dire que c'est sûr que si on prend que de la donnée rétroactive, quelque part, on ne va faire que reproduire des schémas qui existent déjà, puisqu'on va analyser une situation antérieure. Mais il faut aussi donner à l'IA la direction et les objectifs qu'on veut se fixer. Si, par exemple, il y a des enjeux de mixité dans vos organisations, c'est sûr qu'il va falloir limiter ce biais en introduisant cette notion dans l'analyse du modèle pour que derrière, on ne retombe pas dans ces biais-là. Mais l'IA, en tant que telle, ne peut pas à elle seule résoudre les problèmes. Il faut justement s'appuyer sur l'intelligence des gens, et c'est l'intelligence des gens qui va nourrir l'IA. Sur les enjeux de mixité, par exemple, on peut se donner des objectifs de mixité. Je sors un peu de ma slide, mais c'est pas grave. Mais s'il n'y a pas des dispositifs d'accompagnement individuel au niveau des femmes pour justement leur permettre aussi de faire tomber certains comportements limitants qu'elles peuvent se mettre, comme on parle des centres de l'imposteur, de la monnaie ou de l'autocensure, qui sont souvent, parce que les premiers facteurs de discrimination des femmes, c'est souvent les femmes elles-mêmes, malheureusement, qui ont tendance parfois à s'autocensurer, à ne pas candidater à des offres en mobilité, parce qu'elles ne cochent pas toutes les cases, là où beaucoup d'hommes, finalement, sont capables de s'affranchir de ces contraintes pour oser candidater. Et d'ailleurs, on voit dans les ratios de candidature en mobilité interne, souvent c'est 80% d'hommes, 20% de femmes, alors que pourtant les offres elles sont disponibles pour tout le monde. Et donc ça veut dire que quelque part, il faut aussi à l'échelle individuelle prendre en compte ce sujet pour répondre à des objectifs globaux. Je dis ça, j'en parle, je connais bien ce sujet parce qu'on a développé un programme spécifique pour la mixité et pour les femmes avec JobMaker. C'est pas l'objet de notre webinaire, mais puisque vous avez posé une question là-dessus, j'en profite pour vous en parler. Pour revenir sur le sujet de l'IA, même si je ne me suis pas complètement éloigné, d'ailleurs, j'ai tendance souvent à dire que l'intelligence artificielle, s'il n'y a pas l'humain, ça reste artificiel, quoi, très clairement. Et donc, il faut la combinaison des deux pour en avoir toute sa puissance. Et aussi s'appuyer sur l'IA pour peut-être changer un peu de paradigme, puisque on est historiquement, je ne sais pas si c'est la société française occidentale ou, enfin, je ne sais pas à quel niveau ça se joue, mais dans une logique très top-down quand même de la mobilité où finalement on a historiquement tendance à dire, moi je vois mon grand-père qui est ingénieur chez EDF, il savait quand le jour où il a postulé, 30 ans plus tard, le poste qu'il occuperait, puis sans trop se poser de questions, il a suivi sa trajectoire. Et c'était assez top-down finalement, c'était voilà, il y a un parcours de carrière qui t'est déjà prédestiné parce que tu as fait telle école et qu'on sait que plus tard tu feras tel métier et tu auras telle responsabilité. Jusqu'aux 5 dernières années, on met dans un placard tranquillement et puis tout va bien. C'était une autre époque. Heureusement, aujourd'hui, les choses ont bien évolué et c'est une bonne chose. En attendant, si vous voulez, l'idée aussi, c'est de peut-être changer de paradigme. Et si justement on veut s'assurer que les collaborateurs, les missions dans lesquelles on va les engager, il faut peut-être justement s'intéresser à ce qu'ils ont un peu sous le capot, ce qu'ils ont à vous offrir.
Ça, l'IA ne pourra pas le faire à leur place. Donc, nous, c'est vraiment tout l'enjeu de JobMaker, c'est de permettre aux collaborateurs de prendre du recul sur leur trajectoire de carrière, de réfléchir à leurs compétences clés, ce qu'ils ont aimé faire, ce qu'ils ont eu plaisir à faire, d'aller identifier dans leur environnement les opportunités de demain, les compétences à développer pour rester compétitifs, de travail professionnel et justement d'avoir une véritable posture d'offreur de compétences lors des entretiens RH. Ce que permet l'IA dans JobMaker, c'est de venir aider le collaborateur dans cette introspection, dans cette réflexion. Par exemple, on a mis une IA générative permettant sur la phase de rédaction, parce qu'on demande au collaborateur de produire une synthèse qui va justement lui permettre derrière, enfin ça s'auto-incrémente au fur et à mesure, mais il y a une phase de rédaction, mine de rien, qui est essentielle dans l'outil et qu'on a, grâce à l'IA, les génératives, permis d'accompagner, d'aider les collaborateurs pour justement fluidifier le parcours, avoir une meilleure expérience utilisateur, plus de confort et donc de pouvoir aller plus loin dans son introspection aussi, de gagner du temps dans ces étapes-là. Mais c'est quand même le collaborateur qui est au centre du projet de mobilité et vous êtes là pour finalement accueillir sa vision, la façon dont il se projette, pour ensuite identifier avec lui, justement, et c'est là où le dernier kilomètre est important, quelles vont être les missions sur lesquelles on va pouvoir t'engager sur les 3-4 prochaines années. Parce qu'on sait bien qu'on regarde les profils LinkedIn, hein, les gens changent de job tous les 3-4 ans. Donc, ça veut dire que finalement, la question, c'est pas de savoir si le collaborateur va rester toute ma vie dans ma boîte. Ça n'a pas de sens. Mais être sûr que le jour où il s'en va pour des bonnes raisons et qu'il n'y avait pas peut-être une opportunité intéressante pour lui dans une autre BU, dans une autre entité, etc. Et donc, comment répéter ce cycle d'engagement tous les 3-4 ans? Ça passe par l'accompagnement de carrière et ça passe par justement ce qu'on appelle le coaching digital permettant justement de pouvoir avoir cette logique bottom-up, c'est-à-dire voilà qui je suis, voilà comment est-ce que je m'offre à vous, et non pas en tant que demandeur d'emploi, mais bien en tant qu'offreur de compétences. Et souvent, donc, dans ces situations-là, on va avoir différents cas de figure. Des collaborateurs qui parfois vraiment ne savent pas quoi faire. Ils sont conscients de ce qu'ils ont fait, mais ils ont du mal à se projeter, ils ont du mal à envisager un futur pour eux dans votre organisation. Et puis d'autres, au contraire, alors je prends les deux extrêmes, où au contraire, là, ils vont avoir des milliards d'idées, mais ils ont du mal peut-être à organiser leurs pensées pour savoir justement quel objectif ils veulent atteindre. Et c'est là où on a lancé des gros chantiers en ce moment de R&D avec JobMaker sur justement comment est-ce que l'IA va pouvoir, en partant du réel des collaborateurs et du réel de vos organisations, à savoir les offres en formation, les offres en mobilité, les fiches de métier. On a des clients, par exemple, dans leur bourse à l'emploi, il n'y a pas que des offres à pourvoir. Il y a tous les métiers de l'organisation avec un macaron pour dire s'il y a un poste à pourvoir en ce moment. C'est intéressant, je pense à Enedis qui fait ça, par exemple, parce que ça permet aux collaborateurs, peut-être que ce poste-là, aujourd'hui, il n'y a pas ce métier, il n'y a pas de poste à pourvoir, mais pour autant, le métier existe dans l'organisation. Charge à moi et je dois en informer mon RH, je informer mon manager, et puis quand il y a un poste qui s'ouvre, l'idée, c'est que je sois évidemment informé pour que je puisse candidater. Donc, c'est derrière, comment est-ce que, justement, et tout le chantier qu'on est en train de mener, c'est que l'IA soit vraiment aussi un outil permettant d'aider le collaborateur dans sa réflexion, dans sa projection, en partant de votre réalité interne des métiers à pourvoir, des offres en formation, etc., mais aussi de ce qui sous-tend aussi les motivations profondes du collaborateur, les compétences qu'il a exprimées et la trajectoire qu'il veut donner à sa carrière aussi. Pour justement avoir cette véritable posture d'offreur de compétences. Encore une fois, j'insiste bien sur ce terme. D'ailleurs, je serais à l'échelle dans le pays, on pourrait parler d'offreur de compétences plus que de demandeur d'emploi. Je trouvais ça plus positif quelque part et ça nous permettrait d'être plus conquérants sur le marché de l'emploi aussi. Donc, c'est un changement de posture aussi à avoir à l'échelle qui est intéressant. La façon dont on aime les choses aussi traduit une intention et ça permet aussi peut-être de redonner le pouvoir aux gens, enfin, en tout cas, qui prennent conscience qu'ils ont effectivement les clés entre leurs mains pour pouvoir justement se développer professionnellement. Ils sont propriétaires de leur trajectoire de carrière et c'est tout l'enjeu aussi de nos solutions, c'est de leur faire prendre conscience de ça. Mais on ne peut pas le dire si on ne propose pas de solution en face. Sinon, c'est le même effet que de dire à quelqu'un, vous avez qu'à traverser la rue pour trouver un boulot. C'est des injonctions sans solution. Quand on a un discours, on veut responsabiliser les collaborateurs, il faut en face mettre des dispositifs qui soient ambitieux pour eux aussi. Et c'est aussi ce que l'IA peut faire, clairement. C'est ça qui est super intéressant, c'est que l'IA peut montrer tous les chemins possibles et imaginables qu'on n'aurait pas envisagés. Et on peut même, tu vois, nous sur Hawk, on est en train de construire là en ce moment un système de cartographie des métiers. Enfin, on a la cartographie des métiers, mais sur lequel en fait tu cliquerais sur un point pour voir quels sont les parcours de carrière qui ont amené à ce job-là. Et quels sont les parcours de carrière que tu peux faire à partir de ce job-là. Tu vois, ça t'amène pas en fait à toute la suite et ça construit pas encore, et c'est là où c'est intéressant, tu vois, le lien entre les deux, mais ça te donne des idées et c'est ça qui est super intéressant. Ouvrir l'esprit, je pense que c'est primordial, et l'IA est là aussi aujourd'hui pour ouvrir l'esprit, clairement. Exactement.
Il y a quelques questions là dans l'onglet questions, donc on va pouvoir y répondre. Je pense que la première qui est pour toi, à mon avis, Nicolas. Hein. Je l'ai pas vu l'onglet questions. Ah si, je clique dessus. Ouais. Donc Ok. Grégoire qui posait la question de savoir est-ce que vous sourcez les formations adaptées et si oui, avec quel outil? Tu veux dire les formations adaptées au handicap, Grégoire? Parce que les formations, en fait, Au gap de compétences. C'est-à-dire, en fait, moi, de ce oui, que je oui, oui, comprends. bien sûr, oui, tout à Ouais. fait. En fait, le truc, c'est que, en gros, l'idée, c'est de dire, un outil d'intelligence artificielle, c'est lui qui va comprendre l'ensemble des tenants et des aboutissants des différentes formations qui sont faites. Donc après, on a plusieurs manières de sourcer les formations. Soit on les prend chez l'entreprise à travers son catalogue de formation, soit LMS ou autre, soit on les prend en externe. Mais dans tous les cas, en fait, on est capable de comprendre d'où vient le collaborateur et où est-ce qu'il faut qu'il aille, et donc du coup les attendus pour pouvoir justement faire cette formation. Donc c'est tout à fait possible. Et alors avec quel outil? Bah ça après nous c'est nos outils internes. Hein, donc là pour le coup c'est notre IA et comment dire nos outils tech qu'on utilise pour ça. C'est en fait, si je comprends bien, hein, de toute façon, aujourd'hui, des tendances, c'est de. On a, je pense, comme JobMaker, hein, des outils qui vont venir crawler en interne sur les sites internes de nos clients, les différents portefeuilles, catalogues de compétences, de formations, de métiers, etc., qu'on va analyser avec nos moteurs et de mettre ça en relation avec les informations qu'on a pu obtenir des collaborateurs dans leur phase d'onboarding. Et l'IDEA va permettre de mesurer les écarts entre justement bah, un collaborateur qui se projette sur une fonction, j'en sais rien, dans 5 ans, par exemple, bah, quelles sont les compétences à aller rechercher pour pouvoir justement prétendre un jour occuper ce poste-là et qui s'actualise en permanence parce que la target qu'il a pour le job dans 5 ans, il va de toute façon ce job évoluer aussi. Et donc, l'intitulé métier sera peut-être le même, mais les compétences attendues pour le poste seront différentes. Et donc, l'IA va venir aussi naturellement mettre à jour les compétences attendues pour s'incrémenter aussi et qu'il y ait une compréhension en temps réel des formations effectuées pour rester compétitif. Il y a d'autres questions. Alors, question de Christelle rapidement. Est-ce qu'on prévoit de partager la présentation? On pourra vous l'envoyer si vous voulez en perso. On n'a pas prévu de le partager comme ça. Néanmoins, on pourra vous l'envoyer. De toute façon, vous aurez le replay. Et ce qu'on fait à l'issue des webinaires, c'est qu'on fait un petit livre blanc qui synthétise justement les informations qu'on a partagées. Et ça, évidemment, vous aurez accès. Donc, vous pourrez. Il y aura un follow-up qui permettra de capitaliser sur ce qu'on vous a dit. Et puis si vous avez d'autres questions, on peut vous y répondre sans aucun problème. Hein. Vous Rien nous à envoyez d'autre. un message sur Link ou autre, ou quoi au caisse. Si à la suite du webinaire, vous voulez qu'on avance sur des sujets ou qu'on vous aide sur des sujets, n'hésitez absolument pas, hein, clairement. Question de Gisèle, rapidement. Après, Ouais. pour les deux dernières questions, je sais que toi, tu as une échéance, Nicolas, donc Ouais, voilà. bah, Comment l'IA peut-elle inventer des parcours qui n'existent pas encore? en gros, l'IA n'invente pas des parcours qui n'existent pas encore si jamais on n'a pas le but final. C'est-à-dire que si on a, alors il y a plusieurs choses. Hein. On peut faire de l'IA prédictive qui envisage ce que seront les métiers de demain. Ça, c'est quelque chose de Voilà, il y possible. a les données open source aussi. Hein. Ouais, voilà, c'est ça. Ou sinon, on peut nous-mêmes envisager qu'est-ce qu'on veut demain. Je pense que c'est ce qu'il y a de plus juste, en fait, c'est de se dire, de faire un mix des deux. Qu'est-ce qu'on veut demain pour notre entreprise? Et une fois qu'on a ça, en gros, bah, l'IA envisage le parcours de carrière sans aucun problème, puisque de toute façon, il a un point A et un point B. Quand il a un point A et un point B, l'IA est capable d'aller, de créer un petit peu le chemin entre les deux. Faut bien penser à un truc, c'est que l'IA, on est sur un modèle mathématique. Et que le principe des mathématiques, c'est de dire j'ai un démarrage, donc j'ai un postulat de départ, j'ai un résultat que je dois aller chercher, c'est quoi le chemin entre les deux? Et ça, l'intelligence artificielle sait très bien faire à partir du moment où on lui donne des données, et les données, en fait, on les a. Les données, c'est le côté compétences des collaborateurs, le côté formation à disposition, développement des compétences, et ainsi de suite. Ou référentiel métier au sein de l'entreprise, donc comprendre aussi les différentes passerelles qu'il y aura à prendre à l'intérieur de l'entreprise, parce que justement, on va se baser sur ces données de compétences, de gap de compétences, de carrière pass et compagnie. Donc ça, on sait le faire. Si on a comment dire, le point final, on saura le faire sans aucun problème. Un mail qui demande si on a des API Oui. avec des SIRH standards ou des sites comme LinkedIn pour alimenter et automatiser votre outil. Tout à fait. Évidemment, j'imagine. Tout à fait. Après, nous, on n'est pas encore plugué à LinkedIn Learning. C'est un sujet qu'on doit avoir avec eux parce que LinkedIn Learning est assez important. Mais sinon, oui, on a des API, bien sûr. Question de Tiffen également. Quelle idée concrète mettre en place pour partir du besoin du collaborateur? J'ai envie de dire concrètement, JobMaker. C'est Aussi ça. simplement. Non, vraiment, enfin, on pourra en discuter. Tiffen, si vous souhaitez, je vous fasse une petite présentation de la plateforme, ce sera avec plaisir. Mais vous verrez que c'est vraiment justement l'objectif de JobMaker, c'est de
de l'amener à réfléchir sur sa trajectoire de carrière et de proposer justement un projet professionnel à son employeur dans des contextes de mobilité, d'entretien professionnel ou de carrière, par exemple. Mais vraiment, je serais ravi de pouvoir échanger avec vous plus concrètement. Et pour répondre à la question de Grégoire, oui, effectivement, on intègre le référentiel compétences de l'entreprise, puisque sans ça, en fait, ça n'a pas de sens. C'est-à-dire que si on prenait un référentiel générique, il n'y aurait pas d'intérêt. Chaque entreprise est particulière. Chaque job, chaque métier dans chaque entreprise est particulière. Donc, pour les entreprises qui n'en ont pas, on les accompagne dans la création, dans la phase d'onboarding. Pour les entreprises qui l'ont, on l'intègre tout simplement. Mais c'est le préalable, en fait. C'est la base pour nous, c'est d'avoir ce référentiel métier, ce référentiel de compétences, c'est Golden Profile pour pouvoir créer après toute la carto et tout mapper à l'intérieur. C'est vraiment la base. Encore une fois, si les entreprises ne l'ont pas, on les accompagne dans la création. Si elles l'ont, on l'intègre directement. Et de toute façon, de manière générale, et on va finir là-dessus, je pense, sur l'IA, ce qui est sûr, c'est que c'est pas une solution magique. Ça demande l'implication des parties prenantes, hein, RH collaborateurs et nous, en fait, tout simplement. Mais c'est pas, je veux dire, le moins on s'implique dans le produit, entre guillemets, le moins les résultats seront satisfaisants. Donc, nous, on peut faire tous les efforts qu'on peut pour venir apporter des réponses, mais il faut aussi que l'engagement du collaborateur en ce qui concerne Jammaker, par exemple, soit au rendez-vous pour qu'on puisse l'aider. Mais c'est pareil dans la vie, hein. Si on va voir son RH les mains dans les poches en disant bon bah voilà, ça fait 3 ans que j'occupe le même poste, j'ai envie de bouger, qu'est-ce que tu as à me proposer, et que la personne n'a rien préparé, bah vous-même vous ne pourrez pas l'aider. Bah, c'est pareil avec l'IA, hein. Si on arrive et qu'on se connecte et qu'on pense de manière magique, on va nous dire ce qu'on veut faire demain sans en ayant partagé 3 compétences et 2 expériences, bah il y aura le résultat qui sera basé sur ce qu'on a bien voulu donner à la solution pour qu'elle puisse nous aider. C'est la même chose. Sauf que l'IA a accès à beaucoup plus d'informations que vous. Je suis désolé, c'est comme ça. Elle est capable de mapper des milliers d'offres, des milliers d'opportunités, des milliers de formations, sauf que nous, on n'est pas capable dans notre cerveau de traiter. Et c'est ça la puissance de l'IA, en fait. Tout à fait. Je réponds juste à Nathalie. Oui, copilote, c'est bien. Alors après, est-ce que c'est suffisamment efficace? Ça dépend ce que vous voulez en faire. C'est toujours pareil. Donc là, pour le coup, on peut vous aider et vous répondre de manière plus précise après l'entretien. Et Delphine parle d'un outil. Bah, après, ça dépend de quel outil on a parlé. Il y a JobMaker d'un côté, il y a Hawk de l'autre. Voilà, ça. Après, nous, on peut vous faire des démos, des présentations et tout après sans aucun problème, avec grand plaisir. Et pour Annick, bien évidemment, oui, on est tout à fait d'accord, hein. La transformation des métiers et des compétences est ultra importante aujourd'hui. C'est une certitude. C'est primordial pour l'ensemble des aspects. Et pour nous, c'est une base, ça correspond à la base de considération. Mais je reviens vraiment sur ce que vient de dire Arthur. L'IA est un exhausteur de RH. C'est un exhausteur de RH. C'est uniquement ça. Et dans tous les cas, de toute façon, même s'il y a un flou artistique, la législation, en fait, amène à ça. Parce que la législation européenne, avec l'IA Act, interdit en Europe le fait de laisser l'IA prendre des décisions à la place de l'humain. C'est une interdiction. Alors, il y a beaucoup de flou autour de ça, mais on voit bien la dimension et la direction que ça prend. Donc, l'objectif n'est pas de laisser l'IA prendre des décisions à notre place, à l'inverse de ce que feront les Américains et tout ce qui est UK et les Anglo-Saxons qui l'ont déjà fait. Pour nous, c'est vraiment l'objectif de nous aider, de nous accompagner à être meilleurs dans notre quotidien. C'est vraiment ça. Donc c'est pour ça que je suis complètement en phase avec ce que tu disais juste avant Arthur. L'IA sans IH reste artificiel, sans H reste artificiel. L'IA sans humain reste artificiel. Ouais. On est d'accord. Il y en a qui parlent d'IH. Bon, c'est un retour aux sources, hein, intelligence humaine, ok. Il n'y a pas besoin d'acronyme pour ça, mais après tout. Allez, bonne journée à vous et merci pour votre Merci tout le monde. Merci tout le monde. Très bonne journée. Au plaisir de vous recontacter pour la suite. Merci beaucoup. Merci Nicolas. Merci Arthur.